Ça dit quoi? Ça dit quoi? Ça dit quoi? Aurélie, ça dit quoi? Eh ben, je suis contente d'être là. Je suis un peu stressée de voir le dispositif. Mais en même temps, je suis contente de te voir un jour où tu vas pas me dire allez, fais du gainage, fais des burpees. Ou t'es pas là pour souffrir, comme dirait l'autre. C'est ça. Ouais, c'est vrai. Ouais. Je suis très content aussi, moi, de te recevoir. J'ai vu une phrase sur ta page Facebook qui, je pense, te résume. C'est, enfin, en tout cas, c'est toi qui l'as mise. Donc, une fille qui s'amuse à essayer de réaliser ses rêves. C'est la phrase d'accroche sur ta page Facebook. Je sais même pas si tu le sais, ou peut-être que... Ouais, si, je l'ai mise il y a longtemps. Voilà, ouais, je pense, tu vois, mais... En tout cas, je pense que c'est une phrase qui te caractérise bien, tu vois, moi qui te connais. J'ai envie un peu déjà de moi recontextualiser le comment on s'est connus et après de te laisser la parole. En fait, parce que le souvenir que j'ai de toi, et j'en parle encore souvent à des gens, tu vois, quand je parle de tes exploits, de ce que tu as accompli, je leur ai dit, en fait, il y a une meuf un jour qui m'a contacté. Bonjour, j'avais des renseignements pour du coaching, parce que c'est comme ça que ça s'est passé, ouais. Hein. Donc je t'ai dit, viens à telle heure, parce que j'ai un trou, on discute. Et du coup, je me souviens qu'on a discuté en haut, à l'étage, devant l'escalier. Je t'avais fait visiter la salle et tout. Et après qu'on ait fait le tour de l'étage, je te dis, du coup, c'est quoi tes objectifs, quoi? Sans que ça fasse macho de le dire, mais en général, une nana, elle vient, elle me dit, moi, c'est pour les fessiers, c'est pour mincir un peu, c'est pour... Enfin, tu vois, des trucs, ouais. Au même titre qu'un homme va me dire, c'est pour mes pecs, c'est pour prendre un peu de muscle. Normal, tu vois. Et toi, tu m'as dit, moi, c'est parce que je veux aller à Pékin à vélo. et je me souviens, je vais dire, je me souviens de ma tête. Non, mais je pense que je me souviens que j'ai fait une tête de qu'est-ce qu'elle me raconte, celle-là, tu vois. Et je crois que la deuxième phrase, je te dis, mais tu fais du vélo, là? Oh, non, je fais pas de vélo. D'accord, donc je fais pas de sport, je fais pas de vélo. Et je veux aller à Pékin à vélo. Donc, et c'est vrai que le défi, ça m'a paru fou, tu vois. Et du coup, on est quoi, 2 ans et demi, peut-être, après cette scène-là, je pense, aujourd'hui, là? Ouais, c'est à peu près ça. Ouais. Je sais plus exactement, mais 2 ans, plus de 2 ans, c'est sûr. Ouais. Et du coup, tu y es allé. Donc, je t'ai coaché, tu y es allé. Tu n'y es pas allé grâce à mon coaching, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire, hein, mais en tout cas, c'est comme ça qu'on s'est connus. Ouais. Et voilà, et moi, je sais j'ai un peu en tête les étapes par lesquelles tu es passé et surtout que tu as réussi, tu vois. Tu as réussi avec même au bout un truc, juste le truc en lui-même que tu as fait en arrivant là-bas, il est fou et tu l'as fait aussi. Du coup, là, je t'ai un peu segmenté dans la meuf qui fait du vélo et qui allait en Chine à vélo, alors que tu es aussi Aurélie, une femme qui du coup vit à Dijon, ouais. Qui est responsable communication à l'école supérieure d'art de Dijon. Ouais, c'est ça. Donc écoute, je te laisse un petit peu nous parler de toi, quoi. En fait, les voyages à vélo, moi, ça faisait des années que je rêvais... Enfin, je me disais, un jour, j'aimerais bien traverser un pays à vélo. Et ça, c'était venu d'un souvenir, en fait, quand j'étais petite. On a fait, en fait, de mon petit village, Pluvet, jusqu'à une ville qui s'appelle Saint-Jean-de-Laune. Et moi, j'étais toute petite, tu vois, et ça me paraissait très, très loin. Et ce jour-là, j'ai adoré. Et quand on est revenu à la maison, je me rappelle de l'émotion que j'avais eue de me dire, mais c'est génial, parce que je suis toute petite, et là, on est allé... super loin à vélo. Et j'ai gardé cette émotion-là, en fait, de ce dimanche-là avec mon père. Et je crois que c'est de là qu'en moi est restée l'envie de faire des voyages à vélo, quoi, de rouler plus longtemps. Et pendant des années, je me disais, ça doit être fou quand même de partir à vélo, de découvrir plein de choses, de quitter son quotidien. Mais j'avais quand même pas mal de barrières parce que je faisais pas de sport, parce que autour de moi, quand je parlais de voyage à vélo, les gens ils me disaient mais t'es cinglée, tu vas pas partir toute seule avec un vélo. Il y avait aussi un peu des croyances limitantes de la famille parce que souvent mes parents ils disaient nous on n'est pas sportifs, nous on n'est pas intellectuels, nous on n'est pas ci, nous on n'est pas ça. Et puis du coup je grandissais avec ce truc-là de me dire je pourrais pas faire, toi, quoi. C'est pas pour moi. Et je me disais mais comment ça se fait, quand je voyais des reportages à la télé, je me disais comment ça se fait qu'il y a des gens, ils font des tours du monde, ils font des choses, qu'est-ce qui fait qu'il y a une catégorie de gens qui font et puis une catégorie de gens, on dirait, qui vont faire que le rêver et qui réaliseront jamais. Et je me disais, moi, je suis dans la deuxième catégorie et au fond de moi, ça me rendait hyper malheureuse. Et pendant des années, du coup, je me disais, si un jour je veux traverser un pays à vélo, il faut que je trouve quelqu'un pour faire ça.
parce que moi j'ai trop peur, parce que j'étais quand même hyper trouillarde. Et du coup, pendant 10 ans, j'ai jamais trouvé en fait. Parce qu'il faut trouver une personne qui a envie de faire la même chose au même moment, traverser le même pays. Quand tu dis une personne, tu penses à... Toi, t'aurais aimé un conjoint ? Bah, idéalement, ouais. Ouais. Surtout que pendant longtemps, j'ai eu mon compagnon, il était cycliste, il faisait du vélo. Mais lui, il faisait du vélo de compétition. D'accord. Donc quand je lui disais, je voudrais traverser un pays à vélo, il me disait, non, il faut que tu t'entraînes parce qu'on va pas rouler au même rythme. Pour lui, c'est pas bucolique, quoi, le vélo. Voilà. Ouais. Et du coup, on n'avait pas du tout la même vision de la chose. Et même quand je lui disais, moi, ce qui me fait rêver, ça serait de participer à un marathon. Tu vois, de courir un marathon. Il me disait, mais Aurélie, mais tu te rends pas compte. Il faut au moins pratiquer pendant 4 ans, faire de la compétition pendant 4 ans. Et du coup, c'était impensable. Et du coup, je me suis rendu compte que les années passaient. Et puis finalement... T'as quel âge aujourd'hui ? Parce qu'on l'a pas... Là, j'ai 34. D'accord. Les années passaient et puis je me rendais compte que je réalisais pas mes rêves, en fait. J'en réalisais aucun. Parce que finalement, j'étais rentrée dans une routine assez normale, avoir le travail, le chéri. Je pense que quelques années après, on aurait fait des enfants. Et puis, moi, je m'oubliais complètement. Et je sentais au fond de moi que j'ai tout fait. J'ai tout fait complètement. Et puis, il y a eu une année où finalement, on s'est séparés avec ce compagnon. Et puis, je me suis dit, il faut que c'est peut-être le moment, en fait, pour faire des choses. Et puis, j'avais toujours ce truc, la barrière que j'avais eue, c'était toujours de me dire, je suis pas sportive, donc je peux pas me lancer dans des choses comme ça. Et une fois, j'étais allée à une conférence d'un voyageur à vélo dijonnais, Frédéric Marie, et lui, il s'apprêtait à traverser l'Afrique du Nord au sud. Je me disais, ce gars, quand même, il va faire un truc qui est fou. Et il avait fait une toute petite conférence, on devait être une 15aine. Et à un moment, je lui avais dit, mais comment vous faites, comment vous vous entraînez ? Et lui m'avait dit, mais moi, je m'entraîne pas, je roule à mon rythme. Et ça m'avait... En fait, cette phrase, elle m'a bouleversée. Parce que je me suis dit, mais ce gars-là, il a fait des trucs de fou. Et il s'entraîne pas, il roule à son rythme. Et la question du rythme, moi, ça me... c'est quelque chose qui me trottait déjà dans la tête parce que au quotidien, je vivais pas à mon rythme. Mon temps, il était tout le temps compartimenté. Le temps du travail, le temps où on voit le copain, le temps où on voit la famille. Et même quand j'étais en vacances, je me disais, là, il faut que j'optimise le temps pour faire les trucs administratifs. Et il y avait pas de moment, en fait, pour moi. Dans ma vie, il y avait plus de moment pour moi. Et lui, il parlait du rythme, il disait rouler à son rythme. Moi, je me suis dit, moi, ce que je veux, c'est vivre à mon rythme et peut-être que les voyages à vélo, ça va me permettre ça. Si physiquement, on peut faire les choses, on peut faire un voyage à vélo en roulant à son rythme, j'ai plus la barrière de me dire, j'ai pas l'entraînement. Et je me suis dit, il me faut un vélo. J'en avais un qui prenait la poussière dans mon garage. Je me suis dit, j'achète 2 sacoches, je vais faire mon premier voyage à vélo. Et tous les ans, j'allais voir une copine à Londres, une autre à Édimbourg. Et là, je me suis dit, cette fois, je vais voir ce qu'il y a entre les deux villes en vélo. Et en plus, ça me rassurait d'avoir une copine de chaque côté, une personne de chaque côté. Et puis, quand je me suis lancée là-dedans, je me rappelle, la veille, j'ai eu envie de vomir. Parce que je me suis dit, mais qu'est-ce que je suis en train de faire ? Je vais partir toute seule. Au fond de moi, j'avais super peur. Je me disais... Et puis c'était une époque où il n'y avait pas les données mobiles gratuites. Tu vois, tu pouvais pas... C'était en quelle année ? 2012, non ? C'était 2015. Ah, 2015. Okay. Et du coup, je me disais, je vais me retrouver sans rien, sans GPS. Je vais pas savoir où il faut aller, faire un itinéraire, je sais pas. J'y suis allée quand même. Et en fait... dès les premiers jours, je me suis sentie bien. Parce que... Effectivement, je roulais à mon rythme, je voyais que j'avançais. Et puis, il n'y avait plus de filtre, en fait. J'étais juste moi, tu vois. Il n'y avait plus je suis chargée de com, je suis la copine d'un tel, je suis la fille d'un tel. T'es Aurélie Gonnet. J'étais moi. J'étais moi et je me suis jamais sentie aussi libre. Parce que du coup, j'étais toute seule, je pouvais aller où je voulais, je pouvais m'arrêter quand je voulais, je pouvais prendre des photos, je pouvais faire tout ce que je voulais. Et puis, même si j'allais pas au bout, je me disais, mais moi, je suis contente d'être là. Je suis juste contente d'exister, contente d'être là et contente de tenter ce truc que je m'étais interdit pendant des années. Et au bout de 2 semaines et demie, j'ai fait 700 km en vélo et je suis arrivée en dessous du panneau Édimbourg. Et là, je me suis dit, j'ai attendu plus de 10 ans pour faire ça. Là, c'était un épanouissement énorme parce que c'est... tu vois, il y a des étapes. Tu te dis, je suis pas capable de faire les choses. Après, tu te dis, je me donne le droit de tenter parce que ça me rend heureuse de tenter. Et là, en plus, tu arrives au bout du truc et tu te dis, en fait, je l'ai fait. C'était même pas si dur, quoi, limite.
qu'on avait projeté sur moi. Les gens, en fait, ils avaient projeté leur peur sur moi, mais c'était pas forcément les miennes. Moi, ma priorité, c'était de tenter. J'étais heureuse de chaque journée que j'avais passée. Et là, j'avais fini mon premier voyage à vélo. Et à partir de là, je me suis dit, si on fait les choses qui nous enthousiasment, si on suit un peu sa joie, qu'on oublie un peu toutes les contraintes qu'il y a, et puis qu'on oublie les peurs que les gens peuvent projeter sur nous, qui sont pas forcément les nôtres, bah, on peut tenter des trucs qui nous rendent heureux, qu'on arrive au bout ou pas, en fait. L'important, c'est chaque journée d'être content de faire ce qu'on fait, d'être content d'être là, et puis de ressentir des trucs. Et moi, là, j'avais ressenti des trucs que j'avais jamais ressentis avant. Et je pense que du coup, enfin, ça me fait penser à deux phrases qui sont connues un peu, tu vois. Mais la première, c'est « il ne savait pas que c'était impossible, alors il l'a fait », tu vois. C'est une phrase un peu connue qu'on voit parfois sur les réseaux et tout. Et je pense que c'est ça que ça matérialise ce que tu es en train de raconter, c'est que peut-être qu'on t'avait dit, on t'avait mis en garde, mais fais attention, t'es une fille, c'est dangereux, t'es toute seule. Tu sais pas réparer un vélo, parce que j'ai vu que tu l'avais mentionné au début sur Internet en disant « bah ouais, je savais pas réparer un vélo ». Comme tu dis, comment ça se passe si j'ai une galère, mais bon, de toute façon, dans la vie, comment ça se passe si on a une galère? Tant qu'on n'est pas confronté à cette galère, on ne sait pas comment ça se passe, tu vois. Et je pense qu'effectivement, tu savais pas si tu allais y arriver. Mais comme tu dis, c'est ce que tu as, je pense, d'abord apprécié, c'est pas le fait de le panneau Édimbourg, c'est le voyage, en fait. Et ça me fait penser à ça, parce que j'essaie souvent de dire aux gens que je coach qui sont impatients d'avoir des résultats, en gros, à quel moment ils voudraient limite un jour, à quel moment j'aurais perdu 12 kilos, à quel moment j'aurais des gros pecs. Moi, ce que j'essaie de leur dire, c'est écoute, si moi, mon boulot, il est bien fait, tu vas te détacher un peu de cette finalité du produit fini. Et ce que moi, mon vrai rôle, c'est d'apprendre à te faire aimer ces séances qu'on va partager ensemble, ce lundi après-midi où tu vas venir, ce jeudi soir où tu n'auras pas trop envie, mais tu vas quand même venir et au final te dire que ça s'est bien passé. Et en gros, aimer le voyage avant d'aimer la destination à laquelle tu vas arriver, tu vois. Et je pense que c'est ça que tu as... Parce que du coup, c'est un voyage qui, à mon avis, était introspectif, sûrement, comme ils le sont à chaque fois. Ouais. Et c'est un voyage qui a débouché sur d'autres voyages. Parce que derrière, tu as fait le tour de l'Islande à vélo, 38 jours. Ouais, c'est ça, je crois. Je suis partie 5 semaines. Ok. Du coup, tu vas nous parler un peu de ce voyage aussi. Et du coup, je pense que ce que ça a fait, c'est que tu es parti d'un truc que tu ne te pensais pas capable, qui derrière t'a conforté dans l'idée que tu étais capable de plein de choses, quoi. Je pense, hein. Ouais, voilà, c'est l'idée qu'en faisant les choses qui nous enthousiasment, parce que c'est pas ni le courage ni la force, tu vois, qui était important là dans ce truc-là, c'était vraiment l'enthousiasme, quoi, la joie de vivre. La joie de faire un truc qu'on a toujours eu envie de faire. Et ça, c'est ça qui a porté le truc. Et quand je suis arrivée, du coup, au panneau Édimbourg, là, pour moi, c'était une leçon de vie. Parce que je me suis dit, il faut que je continue, en fait, dans ce mindset-là. Je me suis dit, si je tente des choses qui m'enthousiasment, peu importe qu'il y ait une réussite ou pas, l'important, c'est d'essayer et de me donner le droit à moi d'essayer. Et puis, moi, de prendre des risques. Parce que... Il y en a qui ont envie de vivre une vie longue et paisible. Il y en a, leur priorité, c'est ressentir des choses intenses. Sur l'instant. Bah voilà, moi, c'était peut-être plus ça. Et du coup, je me donne le droit de tenter ce qui me tient à cœur. Et quand j'ai fini ce premier voyage, bon, déjà, ça avait été hyper riche. Et je me disais, il faut que je continue, voilà, dans cette dynamique-là. Et je me suis dit, moi, l'autre truc qui me fait rêver, c'est les marathons. Et quand je suis rentrée, donc personne ne pouvait comprendre qu'en 2 semaines et demie, 3 semaines, moi c'est un voyage qui avait changé ma vie. Je me disais, qu'est-ce qui me ferait vraiment plaisir? Moi, tu vois, le côté sportif, comme je m'étais toujours dit, je peux pas être sportif, je crois que j'enviais beaucoup les sportifs. Tu vois, quand je regardais l'athlétisme, je me disais, qu'est-ce qu'ils ont de la chance, ces gens, d'être sportifs. Quand je voyais les marathons, je me disais, mais ces gens, qu'est-ce qu'ils ont de la chance de prendre un départ de marathon? Et du coup, quand je suis arrivée à Édimbourg, je me suis dit, mais en fait, il faut que je continue dans la dynamique. Donc, je vais m'inscrire à un marathon. Donc, je me suis inscrite au marathon de Rome, qui avait lieu 6 mois après. La course à pied, j'en avais jamais vraiment fait, tu vois. 1 ou 2 fois par an, je m'inscrivais à un petit trail. Je le faisais, j'arrivais comme ça.
Il y avait même une fois, je m'étais inscrite à un 5 km, j'avais bâché au bout de 3 km. Enfin, tu vois, j'avais pas du tout de pratique régulière. À chaque fois, je me disais, bon, je m'inscris, je vois, bon, et puis il y avait rien qui était suivi. Et là, je me suis dit, ben, je vais tenter, je vais prendre le départ. Après tout, personne ne peut m'empêcher de prendre le départ d'un truc qui me fait plaisir. Une fois que je serai sur place, personne ne sait si j'ai de l'entraînement ou pas. Alors là, je me suis dit, une fois que j'ai été inscrite, je me suis dit, bon, j'ai 6 mois. Je vais commencer à courir un petit peu. Et puis, 2 fois par semaine, j'allais faire le tour du parc de la Colombière qui fait 2 km. Au bout de, je crois, 3 mois, j'ai tenté de faire un semi-marathon. Officiel, une course, quoi. Officiel, ouais. Je l'ai fini, mais au bout des 21 km, je me suis dit, mais heureusement qu'il n'y a pas le double. Ouais. J'étais cassée de partout. Je me suis dit, waouh, ça va être chaud. Et puis, après, je m'inscris, pareil, à un trail de nuit. Là, je me fais une entorse. On était au mois de décembre. Le marathon, c'était au mois de mars, je crois. Avril. Et là, le mois de décembre, c'était la fin de mon entraînement parce que j'avais mal. Puis bon, je me suis dit, quoi qu'il arrive, moi, j'ai payé l'inscription, j'ai payé les billets d'avion pour Rome. Je m'en fous, je prends le départ. Ah, tu t'es pas dit, c'est pas pour moi, j'arrête tout, du coup. Ah bah non, je me suis dit, bah non, parce que personne saura que j'ai mal à la cheville, personne saura que je suis pas entraînée. Moi, je me suis dit, c'est génial, c'est la première fois que je vais aller en Italie. Je me retrouvais à une course où des gens, voilà, ils font des super temps. Je me suis dit, bah, je vais faire partie du truc. Et quand je suis arrivée là-bas, alors déjà, je suis arrivée zéro pression. Parce que je me suis dit, déjà, si j'arrive à finir, ça sera miraculeux. Et puis, en plus, je me disais, de toute façon, je peux pas attendre de moi de faire un truc de fou. J'ai pas d'entraînement, mais j'étais heureuse d'être là. J'étais heureuse parce que le départ, c'est autour du Colisée. Je sais pas, t'as une ambiance particulière. Les gens avec tous les t-shirts colorés, tout le monde sait qu'il va galérer, tu vois. Tout le monde sait qu'il va souffrir, peu importe son niveau. Le premier qui va faire un temps de ouf, il sait qu'il va galérer. L'autre qui est dans le sas de départ des 5-6 heures, il sait qu'il va galérer pendant 5-6 heures. Et je me suis dit, c'est fou. En plus, niveau gabarit, il y avait de tout. Il y avait des gens hyper fit sportifs, il y avait des gens vraiment très enrobés. Et je me suis dit, bah, en fait, un marathon, il y a tout le monde. Il y a tout le monde et tout le monde se sourit, tout le monde est content, t'as la petite adrénaline. Et quand ils ont donné le top départ, moi je me suis mise à pleurer, je me suis dit c'est pas vrai que je suis en train de vivre ça. Et j'étais heureuse et je suis partie comme une balle. Et au bout d'un moment, je me dis ouah, j'en peux plus, je suis fatiguée. Et je vois le panneau 5 km. Et je me suis dit ça va être super long. Ça va être long, ouais. Ça va être long. Tu l'as bouclé en combien de temps? 6h01. D'accord. Je me souviens, tu m'en avais parlé. J'ai mis 6 heures, mais tellement heureuse, tellement dure. Ça a été très très dur physiquement. Parce que bah, tu marches, tu cours un petit peu, tu marches, tu cours, t'as mal partout. Puis après, il y a de plus en plus d'espace entre toi et les gens. Enfin, j'ai fini dans les derniers. Et ce qui est magnifique, c'est que les 10 derniers kilomètres, moi je marchais. Parce que j'étais courbaturée de partout, j'en pouvais plus. Et dans le dernier kilomètre, il y a un gars déguisé, un Italien, qui me prend la main pour qu'on court ensemble le dernier kilomètre. Et il parlait pas anglais, je parlais pas italien, on parlait rien. Et je lui serrais fort la main, l'air de dire je peux plus courir, quoi. Et lui, il me serrait fort la main, l'air de dire si, le dernier kilomètre, tu vas le courir. Et grâce à lui, on a fini le marathon en courant, tu vois. Et pour moi, c'était magnifique de finir comme ça. Parce que au départ, j'avais pas non plus beaucoup d'attentes. Et je me suis dit, ben, avec lui, j'ai fini, on s'est fait un hug, j'ai eu la médaille. Et je me suis dit, ouais, je viens quand même de finir Bon, alors en 6 heures, hein, ça vaut rien. Mais moi, c'était le plus beau jour de ma vie. Ça vaut tellement. C'était le plus beau jour de ma vie. Ça vaut tellement, c'est fou. Enfin, et je pense à tous ces gens qui attendent constamment le bon jour pour commencer. Tu vois, le bon jour pour se mettre au régime, le bon jour pour se mettre à courir, pour s'inscrire dans une salle, Et je pense que t'es la meilleure, t'es l'incarnation qu'il n'y a pas de meilleur jour en fait. Le meilleur jour, c'est demain. Tu t'aurais pas été plus prête 2 semaines après ou 2 semaines avant. Non. Le marathon est tombé ce jour-là. Non. Hop. Et le jour où t'as pris ton vélo pour te dire, bah allez, je vais à Édimbourg en vélo. Ouais. Bah, c'était peut-être sur le papier, il y avait peut-être des trucs qui faisaient que c'était pas le meilleur jour non plus. Mais tu l'as fait. Et au final, t'as terminé. Et ça t'a donné encore plus d'inertie pour les choses que t'as fait derrière. Ouais, bah oui, quand tu vas nous parler. Ouais. Et je me souviens encore, quand on a parlé, et que tu m'as dit, ben ouais, puis entre le vélo, je voudrais faire des marathons aussi, et j'ai déjà fait des marathons. Et je me souviens de t'avoir demandé, mais ok, tu fais pas de vélo, mais du coup, tu cours si tu fais des marathons. Ah non, je cours pas. Donc moi, j'avais en face de moi une meuf qui me dit, bah, je veux faire 7500 km de vélo sans faire de vélo, et je fais des marathons, mais je m'entraîne pas. Et
Donc à la fois, il y a le coach qui... Moi, je me souviens même t'avoir dit « Ouais, mais attends, mais 42 km, quand même, ça se fait pas. » Et à la fois, j'avais envie de me dire « Mais ferme-la, en fait. » Non, mais pourquoi pas et ferme-la, parce que c'est une vraie leçon, tu vois. Et c'est une vraie leçon de... Encore une fois, avec l'envie, on soulève des montagnes entières. Et toi, t'en soulèves à chaque fois. C'est incroyable. C'est incroyable. Et ce que t'as fait derrière, le Tour de l'Islande, pareil, je pense que les conditions étaient un peu dures. Je me souviens qu'on en avait parlé un peu. En fait, t'as une vraie âme d'aventurière, quoi, je pense. Vraiment, tu vois. Alors, âme d'aventurière, je sais pas, toi, quel périmètre tu y vois, mais moi, c'est se retrouver toute seule au Kazakhstan dans une tente, si t'es pas aventurière, je sais pas ce que t'es. Hein. Mais moi, je sais pas, je le vois pas comme ça. Moi, je me dis, je vais vers les choses qui me donnent de la joie, tu vois. Je trouve qu'au quotidien, il y a beaucoup... Tout est lourd, tu vois. Il y a beaucoup de choses administratives, il y a beaucoup de stress avec le travail. Là, tu vois, on est en mode Covid. Il y a pas trop de légèreté. Et du coup, je me dis, il y a des moments, il faut vivre aussi pour soi. Parce que si on n'est pas bien avec soi, on peut pas être bien et sain dans la relation avec les autres. Donc je me dis, il faut que moi je fasse des choses aussi qui me rendent heureuse. Et du coup, je me dis, je tente. Et donc, quand j'ai eu fini le marathon là, de Rome, mon premier marathon, donc j'étais super heureuse parce que je l'avais fini, mais je pense que j'aurais été tout aussi heureuse si je l'avais pas fini. Tu vois, pour moi, la finalité, c'était pas non plus d'arriver. Après, la médaille de finisher, c'est quand même. Après, c'est un truc de fou. Là, c'était le t-shirt, la médaille, la cerise sur le gâteau. Bah oui. C'est sûr. Et puis après, tu rentres, et puis t'as un genre d'inertie qui revient parce que t'as ta routine, parce que t'as ton boulot. Puis au bout d'un moment, je me suis dit, oh là là, il faut pas que je m'endorme en fait. Tu vois, quand on va arriver aux 30 ans, il y a un moment, je me suis dit, moi, avant 30 ans, il y a des choses que j'aimerais bien faire un peu. Tu vois, et j'avais un peu ma to-do list. Je me disais, il faut se bouger, quoi. Ça va pas se faire tout seul. Si on attend toujours d'avoir un mentor, si on attend que quelqu'un nous dise, oui, tu vas être capable de ça, oui, c'est le moment de faire ça. Bon, c'est bien si ça se passe comme ça, mais si t'as personne qui te dit les choses, il y a un moment, il faut que ça vienne de soi. Et t'as toujours eu cette envie, du coup, au fond de toi, d'épanouissement un peu, qui va à l'encontre un peu des codes. Quand t'es une femme, je pense que quand t'as 30 ans, ta famille te dit toujours oui, mais et les enfants, c'est quand, enfin. En gros, là, t'as 34 ans et tu vas à l'encontre un peu de ce que la société voudrait dicter à une femme, finalement, à savoir fonder un foyer, etc. Alors qu'au final, tu t'épanouis, toi, de manière incroyable. Et t'as jamais eu, au fond de toi, est-ce qu'on te berçait avec ce diktat familial, ce schéma, ou est-ce que toi, au fond de toi, tu savais que t'étais toujours un peu... Enfin, que t'avais cette espèce de... Pas de rébellion, parce qu'au final, c'est pas de la... Tu vois, mais cette envie de t'épanouir, en fait. Je sentais que je me bridais et qu'on me bridait un petit peu, si tu veux. Après, je me disais... En fait, il y a eu un moment où je me suis dit... c'est pas les autres qui sont responsables de mon bonheur. Tu vois, si moi, je me sens pas bien, c'est aussi parce que je fais pas les bons choix. Et c'est aussi parce que je me cache derrière des schémas qui me vont bien. Parce qu'on n'est plus... Enfin, quand on a sa routine, quand on a son schéma, on prend pas de risques. C'est sécurisant. On est tranquille. Et je me suis dit, si moi je veux vivre des choses, si je veux avoir des émotions fortes et me retrouver aussi, parce que j'avais tout le temps l'impression que les gens ne me voyaient pas comment moi je sentais que je pouvais être. Tu vois ? Donc, la couverture reflétait pas le bouquin, quoi. Ouais, et puis ce qui est très drôle, c'est que souvent les gens, quand je rencontrais des gens, d'une, fallait qu'ils me voient 4-5 fois, tu vois, avant de pouvoir me reconnaître. Donc même quand je les revoyais, que je leur disais bonjour, ils se rappelaient plus de moi. Et puis jamais dans les conversations, on me demandait ce que j'aimais. Tu vois, souvent on se cantonnait à ce qu'on savait de moi. Et je me disais, c'est bizarre. Et il y avait des moments, du coup, je me disais, les gens ne doivent pas me trouver intéressante. Et je me disais, en fait, moi, j'aurais des choses à dire, il y a des choses qui me passionnent, mais j'en parle à personne. Et surtout, j'expérimente pas les choses qui m'intéressent. Et je sais pas, je vivais dans un truc un peu... je vivais pas à fond.
Du coup, 2 années ont passé après le marathon. Et là, je me retrouvais encore à un moment où je me disais, là, j'ai besoin de silence, de me retrouver seule dans des beaux paysages. Et puis toujours avec l'idée de se dire, un jour, j'aimerais quand même bien essayer de faire un long voyage à vélo. Mais là, je suis pas encore prête. Donc je me disais, il faut que je teste, il faut que je vois si ça me plaît de rouler quand c'est plus dur, tu vois, quand il y a du dénivelé. Si ça me plaît aussi de rouler sous la pluie. Parce que mon premier voyage à vélo, tu parles, c'était 2 semaines et demie, il avait fait super beau, c'était plat. Alors que tu étais en Grande-Bretagne, mais il n'y a jamais eu de pluie, quoi. J'ai eu une demi-heure de pluie, donc ça allait. Et je me dis, il faut que je teste un truc plus dur pour voir si physiquement ça va me plaire aussi. J'en parle à un copain qui me dit, mais en fait, je pense que ce que tu décris, c'est l'Islande. Il y a des super paysages, il y a des endroits où tu peux te retrouver toute seule. Il fait un temps dégueulasse. Là, au moins, tu vas pouvoir te tester. Il y a des glaciers, il y a des volcans, ça va te plaire. Je regarde les images sur Google et là, je vois une nature magnifique. Je me suis dit, il faut que j'aille là-bas me tester. Et là, mais physiquement, ça a été le truc le plus dur de ma vie. Parce que j'arrivais à Reykjavik et j'attaquais par une piste. J'attaquais par ce qui me faisait le plus peur, en fait, dans le voyage. C'est une piste au milieu des terres qui fait 200-250 km. Et sur les blogs, j'avais lu qu'il n'y avait pas de ravitaillement. Alors moi, j'avais mis plein d'eau sur mon vélo, de la bouffe et tout. Mais si tu veux, j'avais pas encore de réflexe de me dire quel dénivelé c'est, comment ça va être, quel type de terrain, je savais pas trop. Et puis quand je suis arrivée sur la piste, au début ça allait, et après ça a commencé à monter, descendre, un chemin dégueulasse. Et là je me suis dit, mais en fait c'est trop pour moi physiquement, je suis pas du tout à la hauteur. J'étais fatiguée, je me rappelle, je me suis mise à pleurer. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là? Je suis toute seule avec mon vélo au milieu de rien. Tu dormais en tente, hein? Ouais, j'étais en tente, mais en Islande, j'avais prévu d'aller que dans des campings. Et là, ce soir-là, je me suis dit, mais jamais j'atteindrai le camping. Et là, je me mets à pleurer. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là? Et puis, au bout d'un moment, je me suis dit, bon, je suis là, je l'ai quand même choisi. Tu vois je l'ai choisi, je suis quand même dans un pays qui est vachement beau, autour de moi il n'y avait que des trucs beaux. Je me suis dit finalement, là ma vie, il ne va pas m'arriver quelque chose de grave parce que sur moi j'ai de l'eau, j'ai de la bouffe, j'ai ma tente pour dormir ce soir. Demain matin, quand il va passer une voiture, au pire je pourrais l'arrêter si vraiment tu vois, je suis en danger. T'avais de l'argent si jamais t'avais un craquage de dire allez je dors à l'hôtel ce soir ou... Non, il n'y avait pas d'hôtel, là c'est une piste, il n'y avait rien. Mais tu l'envisageais, ou c'est proscrit dans ton process de tous tes voyages de te dire. Non, là je m'étais dit. C'est tricher en gros de faire ça. Ah non, pas du tout. Non, pas du tout. D'ailleurs, D'accord. mon premier voyage à vélo, j'étais qu'en auberge de jeunesse. D'accord. Tu vois, j'avais pas encore expérimenté, j'avais pas encore eu le truc de me dire je vais dormir dehors. Puis là, je m'étais plutôt dit des campings parce que j'avais peur moi de faire du camping sauvage toute seule. Et puis du coup là, j'étais au milieu de rien. Et voilà, et je me suis dit, en fait, la situation, elle n'est pas si dégueu que ça, parce que je suis là où je voulais être, je suis toute seule, et si je continue à être à l'arrêt et à pleurer, effectivement, les 200 km, ils vont pas s'avaler tout seuls. Donc là, j'ai poussé. J'ai commencé à pousser, et là, ça a été des heures et des heures où j'ai poussé, parce que de toute façon, j'avais plus de force dans les jambes, plus rien. Et j'ai continué comme ça pendant des heures, puis je me suis dit, finalement, j'ai quand même avancé un petit peu. J'étais pas mécontente. Et puis la joie est revenue, puis je me suis dit, là, je me sens de remonter un peu sur le vélo, c'est devenu un petit peu plat. Et puis ce soir-là, en plus, c'était une période où c'est les nuits blanches. Il n'y a pas de nuit, en fait, en Islande, en été. Donc tu peux rouler jusqu'à minuit. Donc j'ai roulé jusqu'à 1h du matin. J'ai enfin trouvé un petit camping. Alors, il y avait personne, en fait. C'était un espace camping, mais il n'y avait personne. Et là, je me suis dit, en fait, il faut que je continue comme ça. Quand c'est dur, il faut que j'aille à mon rythme. Voilà, parce que comme tu avais dit le mec, finalement, je suis pas en danger de mort. Je suis quand même contente d'être là. Je suis contente de vivre ce truc-là. Le lendemain, j'avais la patate. J'ai eu de la chance. J'ai eu le vent dans le dos. Et je me suis dit, voilà, encore une fois, si on fait les choses à son rythme et qu'on est content d'être là, et puis qu'on relativise aussi, parce que souvent on a l'impression d'avoir une montagne sur les épaules, alors que finalement c'est que l'histoire qu'on se raconte. Parce que ce jour-là, finalement, j'avais un vélo, je pouvais le pousser, j'avais à bouffer,
ma vie, elle était pas en danger. J'étais là pour vivre des trucs comme ça et je les vivais. Donc je me suis dit, bah cool, je continue. Et puis l'Islande, ça a été... donc là, ça a été vraiment la première fois que j'avais un vrai coup au moral en voyage. Et puis 2 jours après, j'ai vu des trucs magnifiques et je me suis dit, mais je suis à ma place. Et au bout d'un moment, ben, le tour de l'Islande, il s'est fait, quoi. J'ai réussi. Et il y a eu des journées de pluie. T'es 5 heures sous la pluie. Il y a un vent de fou. Je me rappelle d'une journée, le vent, il venait de ma gauche, il venait sur le côté. Il était tellement fort que la première fois, il m'a fait descendre du vélo. J'ai jamais pu remonter sur le vélo. Parce que pour remonter sur le vélo, je pense qu'il y a un moment où t'es un peu en équilibre. Mais là, le vent, il te pousse. Donc j'ai passé, après, 5 heures sous la pluie à pousser le vélo, parce que de toute façon, je pouvais plus remonter sur le vélo. Donc voilà, il y a eu des trucs... Puis de toute façon, j'étais pas prête pour un voyage comme ça. Physiquement, j'étais pas prête. Puis au niveau du matériel, j'avais pas anticipé, quoi. J'avais même pas des chaussettes super chaudes. J'avais pas pris de trucs en ombre, tout était mouillé. Je me suis retrouvée des moments dans la tente. J'avais rien pour sécher. J'étais humide tout le temps, j'étais 5 semaines, même j'avais pris une paire de baskets pour les 5 semaines. Le premier jour, je me suis pris une ramasse monumentale. Tout était trempé. Question bête, mais des trucs comme l'hygiène et tout, non, on s'en fout quand on est dans un voyage comme ça. C'est pas ma priorité. Ouais. Ah ouais, mais vraiment pas. Il n'y a pas des moments où tu te dis, putain, merde, ça fait tant de jours, je me suis pas lavé. Ah non, non. Non, hein. Non, c'est pas du tout ma priorité. Et puis en voyage à vélo aussi, j'ai remarqué, je gomme un peu tous les signes de féminité. Je me sens bien quand je suis un peu transparente. Et puis, du coup, au bout d'un moment, au bout de 5 semaines, quelques jours avant d'arriver à Reykjavik, je me dis, en fait, le tour, je l'ai presque bouclé. Et là, j'avais presque un petit coup au moral parce que je me disais, là, l'aventure va se finir. J'ai encore vécu un truc de fou. Derrière, je vais reprendre une routine. Je sais pas si je vais réussir au quotidien à avoir des émotions pareilles. Et puis, j'étais dans ma tente et je me dis, mais je crois que le marathon de Reykjavik, il est à peu près à cette période-là. C'est fou. Et alors, j'étais en mode, sur le coup, dépitée. Tu sais, ma tente, elle est toute petite. Donc, t'es comme ça dans ta tente. J'étais sur mon téléphone. Je me dis, je vais regarder quand même la date. Je me dis, le marathon, je vais arriver, il est 2 jours après. Tu vois, à Reykjavik. Et je regarde les inscriptions. Je me dis, il doit falloir un certificat médical. Pas besoin de certificat médical. Et je vois qu'on peut encore s'inscrire. Boum, je crois que c'était 90 €. J'ai payé. Je me suis dit, dans 2 jours et demi, je cours le marathon de Reykjavik. C'est fou. Et ça franchement, les gars, si vous pensez encore, vous pouvez pas aller courir dimanche matin. Peu importe quel jour vous allez voir la vidéo. Mais le prochain dimanche, quand vous allez regarder la vidéo, dites-vous pas, je vais pas courir, il pleut. Parce que si vous avez écouté ce qu'elle raconte, franchement, c'est pas possible. Et là, je me suis dit, tu vois, ça m'a redonné la pêche. Je me suis dit, là, je vais finir sur un truc super. Donc en fait, je suis arrivée à Reykjavik. Le lendemain, c'était, tu sais, dans les marathons, tu as les villages marathons. Ouais. Donc là, je me suis dit, il faut que j'achète une paire de baskets. Je vais acheter une casquette parce que j'avais quand même l'expérience du marathon de Rome où j'avais froncé les sourcils. Je me suis dit, j'achète une casquette, j'achète un legging parce que j'avais pas de legging pour courir. Et puis le surlendemain, c'était le marathon. Mais j'étais heureuse comme jamais. Heureuse comme jamais de prendre le départ de ce marathon. Et puis, en fait, les 30 premiers kilomètres, je les ai courus, mais comme j'ai jamais couru de ma vie. Alors, à mon rythme, en mode Mario Bros. Tu saurais dire à peu près la vitesse à laquelle tu courais ? Vraiment pas vite, parce que j'ai mis encore 5h30, tu vois, pour le courir. C'est beau déjà d'améliorer j'avais amélioré d'une demi-heure mon temps. C'est balèze. Et c'était super. Et j'étais super heureuse. Et par contre, arrivé à 30 km, alors j'ai découvert que ça s'appelait le mur. Mais alors là, plus rien dans le sac. Plus rien. Ce que tu n'avais pas eu à l'inverse à Rome. Tu n'avais pas ressenti ça. Rome, j'ai eu le mur au bout de 5 km, moi. D'accord. Non, Rome, ça a été le truc le plus dur de ma vie, quoi. Horrible, vraiment terrible. Et d'ailleurs, à chaque fois que je fais un marathon, je me dis plus jamais je ferai ça, tellement ça fait mal. Et là, donc Reykjavik, 30 km, j'étais heureuse, quoi. Je sais pas comment le décrire, tu vois. Vraiment un sentiment de joie, j'étais bien, j'étais à ma place, j'avais fini mon tour. Et vraiment, les derniers kilomètres, par contre, l'horreur, quoi. J'étais un peu en marche rapide, je pouvais même plus trottiner, j'avais plus de force, vraiment. C'est un hypo, peut-être, un peu trop mal. Énergétique et tout, même pas spécialement. Peut-être un peu, je sais pas, comme tu connais rien, pas j'en sais rien. Ouais.
C'est incroyable cette innocence que tu as sur tous les... J'avais mal partout. Ouais. Je pouvais plus bouger les muscles, je pouvais plus les toucher. Et après, il y a eu le dernier kilomètre. Et là, je me suis rappelée de l'Italien qui m'avait tenu la main à Rome. Je me suis dit, le dernier kilomètre, je le cours. Et là, bon, courir, c'est un grand mot. J'ai trottiné, tu vois, autant que je pouvais. Je me suis dit, il faut que je franchisse en trottinant. Et là, mais moi, là, à chaque fois, le dernier kilomètre, je pleure tout ce que je peux. Et après, je pouvais plus marcher, quoi. Je suis arrivée, je me suis posée, j'ai pas pu me relever pendant une demi-heure. Et puis après, j'ai boité jusqu'au camping pour rentrer. Mais là, le sentiment, la plénitude. Bah ouais, parce que je me suis dit, là, je suis moi. J'ai fait les trucs comme je les ai sentis, à mon niveau, sans m'inquiéter du regard des autres, sans pression, sans anticiper trop, tu vois. Et puis ça marche, quoi. Je suis heureuse. Je suis heureuse. Donc là, t'en es à 2 voyages à vélo, 2 marathons. Ouais. Et quand je suis rentrée d'Islande, en fait, j'avais tellement de courbatures. Je me rappelle, je marchais à Dijon, j'étais toute droite. Et je me suis dit, ça doit être un mélange de courbatures et de musculation, en fait. Parce que je me suis bien rendu compte quand même que... De fierté, non? Je m'étais... je bombe le torse. Ouais. Mais c'est vrai que je m'étais redressée. Ouais. J'ai remarqué que quand je marchais, j'étais beaucoup plus droite. Donc je te dis, je savais pas trop si c'était les courbatures, tu vois, et que je pouvais plus en fait me baisser, si c'était aussi de la musculature, parce que pendant les voyages à vélo, ce qui est intéressant, c'est qu'au fil des jours, on se rend compte que le corps il s'entraîne et qu'on se renforce. Et je me suis dit, en fait, j'ai envie d'être comme ça tout le temps. Et je me suis dit, il faut que je me mette au sport. C'est là que j'interviens. C'est là que je me suis dit, il y a un gars que je suis depuis des années sur Facebook. J'avais trouvé ça improbable d'ailleurs depuis... Enfin, je crois que je te l'avais dit. Ouais. Qu'au vu de ton profil qui est absolument non sportif, enfin, tu vois, et que moi j'ai quand même une communauté un peu d'initiés, tu vois, de gens qui... Ouais, mais tu faisais aussi des trucs grand public, dans des parcs. Oui, bien sûr, parce que moi je considère que... Et quand j'avais vu ça, je m'étais dit, c'est... Mais toujours avec mon truc de rêver d'être... Parce que les sportifs me faisaient rêver, en fait. Ouais. Mais tu t'incluais pas après avoir fait 2 marathons et... Non, parce que j'avais pas encore pris conscience qu'on pouvait s'entraîner... En fait, que tout le monde, en s'entraînant, peut améliorer ses conditions physiques et sa performance. J'étais pas encore consciente de ça. Et donc, pour moi, c'était inimaginable d'aller dans une salle où, faire du sport devant les gens. Bouger devant les gens, c'était pas possible. Donc, je me suis dit, tant pis, c'est le moment où je vais investir sur moi. Parce que prendre un coach, ça coûte des sous. Donc je me suis dit, y a des choses que je vais pas faire. Par contre, pour ma santé, pour me sentir bien, pour tout, je vais prendre un coach. Et je me suis dit, il va me mettre le pied à l'étrier. Ouais, vraiment, du coup. Et en fait, quand je suis rentrée d'Islande, ma mère, elle était malade depuis 6 mois. Quand je suis rentrée, j'ai vraiment vu, tu vois, rien qu'en 5 semaines, qu'elle était au plus bas. Et puis là, on avait appris qu'elle allait, qu'il lui restait moins d'1 an à vivre. Donc, toutes les choses qu'on allait faire avec elle, c'était la dernière fois. Le dernier Noël, son dernier anniversaire, le dernier jour de l'an, tout ça. Et puis, donc, quand je suis rentrée, que je l'ai vue comme ça, je me suis dit, c'est fou, parce qu'en 1 an, si on a un problème de santé, tout s'arrête. Et si on n'a pas réalisé ce qu'on veut faire, c'est trop tard. Il y a un moment, c'est trop tard. Et puis, donc là, je lui ai même dit, elle avait beaucoup suivi l'Islande, ce que j'avais publié et tout, elle avait adoré. Et puis, il y avait une dame aussi que je connaissais pas, qui avait suivi mon voyage, et elle m'avait dit sur Facebook, à la fin de mon voyage, merci, vous avez animé mon été de chimio. Et pour le coup, là moi, je prenais la mesure de ce que ça voulait dire. Ça. Et je m'étais dit, c'est bien parce que ma mère, ça l'a sorti aussi de son quotidien de traitement. Et puis, il y a cette dame que je connais pas, ça l'a aussi... ça lui a ouvert une fenêtre sur l'Islande, sur le voyage, tout ça. Et là, je me suis dit, finalement, ce voyage jusqu'en Chine, qui me fait rêver, je vais pas attendre de faire 10 voyages à vélo, parce que je me suis dit, il n'y a pas vraiment d'entraînement idéal pour un voyage. Sinon, je me suis dit, je vais pas faire un voyage de 5000 pour me préparer un voyage de 10 000, ça n'a pas de sens. Oui, d'accord. Donc, je me suis dit, là, j'ai roulé sous la pluie en Islande, j'ai roulé avec le vent, ça m'a plu. Je me suis dit, quoi qu'il a, par tous les temps, je sais que ça va me plaire. Et je me suis dit,
je vais le faire le plus rapidement possible. J'ai des gens qui me disaient, bah attends, tu feras ça quand tu auras 40 ans, tu feras ça à la retraite. Moi, je me disais, mes 40 ans, je sais pas si je vais y arriver jusque-là. À la retraite, je sais pas si je la verrai un jour. Je me suis dit, il faut le faire quand on a l'enthousiasme, quand on a envie, quand on est en pleine forme. En fait, il y a un moment pour faire les choses. Et je me suis dit, là, c'est le moment. C'est au moment où tu as envie, le moment en vrai. C'est au moment où l'idée, elle te traverse la tête, moi, je pense. Alors après, il y a toujours un contexte X ou Y, tu vois, mais non, c'est le moment. Enfin, voilà, t'es venu me voir et tu m'as dit, on y va. Et je crois que c'était 1 an et demi avant, il me semble. Ouais. T'en étais encore à même pas regarder l'itinéraire, je crois. C'était... J'avais pas encore construit mon itinéraire. Ouais, je me souviens. J'avais vu qu'il y avait la Fédération française de cyclotourisme en 2008 qui avait fait un Paris-Pékin. Et je m'étais dit, alors ça s'est déjà fait. Pourquoi pas, je sais pas, Bombay? Pour eux, tu veux dire? Non, pour toi. Alors moi, c'est tout simple. Je m'étais dit, je veux aller le plus loin possible. Donc, dans ma tête, c'était la Chine. Ouais. Et j'avais regardé la carte et je m'étais dit, en face de Dijon, si tu traces une ligne droite, t'as Pékin. En face de Dijon, donc, il y a en Pékin. gros, tu vois, à 30 cm, il y avait Pékin. Et je me suis dit, Dijon-Pékin, ça sonne bien. Et ça a été Dijon-Pékin. Et après, je suis restée là-dessus, en fait. 30 cm qui valent combien? 7700 km? J'ai fait 7200, moi. 7200. Ouais. En tout cas, voilà, quand je suis rentrée d'Islande, je me suis dit, je vais pas attendre longtemps. Je me suis dit, je vais déjà prendre le temps d'accompagner ma mère jusqu'au bout. Et puis, par contre, il y a le moment où tu l'accompagnes jusqu'aux derniers instants. Et puis, quand elle est partie, là, j'avais plus d'enthousiasme pour rien. Là, moi, je me suis sentie vide. Je me souviens que c'était dur, parce que quand tu perds quelqu'un, il n'y a plus grand-chose qui te... Quand c'est ta mère, je sais même pas si tu peux dire quelqu'un, en fait. Je pense que tu dis tu perds ta mère, c'est même pas tu perds quelqu'un. Enfin, tu vois, Dieu merci, c'est pas mon cas, mais... Enfin, et je me souviens, je te voyais venir... contre vents et marées aux séances, tu vois, enfin, je savais, tu vois. Mais ça me tenait beaucoup, tu vois. Je me souviens. Et en vrai, moi, c'était une leçon entre les leçons, tu vois. C'est-à-dire que t'as une nana que tu connais pas qui dit je vais aller en Chine à vélo, c'est une leçon. Qui te dit je fais des marathons quand j'arrive de mes voyages, mais c'est une leçon. Je sais trop que les gens se trouvent tellement d'excuses qui, à mes yeux, sont pas valables, tu vois. Alors, des fois, on me dit que je suis trop dur, mais elles le sont pas. Et quand t'es au fond du trou parce que t'as perdu ta maman, ça, c'est une excuse, on pourrait dire, pour tout lâcher, pour arrêter. Et j'ai vu dans un reportage, je crois qu'elle t'avait dit, peut-être parce que ça lui permettait un peu de se projeter sur quelque chose qui, au final, n'allait pas arriver, mais elle te disait, quand j'irai mieux, moi aussi, j'irai en Chine, je crois. Ouais. Voilà. Et en fait... C'est ça un peu qui a relancé mon envie. Je pense. Parce qu'il y a eu un moment, je me suis dit, je me demandais même comment j'avais pu avoir cette idée-là de vouloir aller à l'autre bout en vélo. Puis là, il n'y avait plus rien qui m'animait. Et puis, j'en reparlais avec mon père et puis avec ma sœur. Et puis, quelques semaines avant de partir, parce que le cancer, il y a des moments, tu y crois encore. Puis, de toute façon, jusqu'au bout, tu crois au miracle aussi. Et elle nous disait, parce que ma sœur était allée aussi à Pékin, elle en avion, je crois 1 an avant. Ma mère, elle avait été éblouie par les photos. Mais elle avait super peur des avions, elle n'avait jamais voyagé. Et là, dans la chambre d'hôpital, elle nous dit moi, quand j'irai mieux, je veux prendre un avion et aller en Chine. Parce que moi aussi, je veux voir Pékin. Et au bout d'un moment, j'ai repensé à cette phrase-là. Et je me suis dit, moi, je vais y aller. Pour toi, pour elle. Je vais y aller. Et puis, on va arriver là-bas ensemble, quoi. Et ça a relancé le truc. Et c'est à partir de là que je me suis dit, comme il y avait des gens qui avaient le cancer, qui avaient déjà suivi mon voyage en Islande, je vais lier ça à une collecte de fonds pour le Centre de lutte contre le cancer de Dijon. Et moi, ça a redonné du sens et ça m'a beaucoup aidée. En fait, c'est vraiment ça qui a relancé la machine. Et c'était d'autant plus fort parce que ça prenait un autre sens. Parce que réaliser son rêve, se dépasser, c'est bien puisque je l'avais déjà fait et je savais ce que ça pouvait me procurer comme sensation positive, tu vois. Et puis pour mon développement, pour progresser. Mais quand tu fais les choses plus seulement pour toi, mais aussi parce que tu te dis, il y a une collecte de fonds, parce que tu te dis, je vais partager ce que je vis au quotidien, parce qu'il y a des gens qui sont là, qui sont en train de souffrir, qui sont dans leur traitement, tu vois, dans un quotidien d'hôpital, de chimio, de trucs, et eux, pour certaines personnes, à un moment, ça leur fait du bien
de lire voilà, que quelqu'un a des galères en plein milieu du Kazakhstan, voilà, que quelqu'un se fait draguer, je sais pas, par un vieux monsieur dans un pays. Voilà, parce que ça les fait sourire, parce que ça les fait rire, parce qu'ils découvrent aussi des paysages, ils découvrent des cultures. Et ben moi, ça m'a transcendée, en fait. Et puis, quand j'ai lancé tout ça, je me suis dit, bon, ben, maintenant, il faut aller à fond, quoi. Faut tout faire à fond. Et puis, j'étais à fond dans la préparation, du coup. Et toute la préparation, j'avais vraiment pas peur, tu vois. Je me disais, mais vivement le jour du départ. Et puis, je m'étais dit, allez, ça serait un dimanche matin. Puis, quand la date... Tu sais, quand tu te dis, ça y est, j'ai la date du départ, dans ta tête... Dès que tu vois une date, tu dis, est-ce que c'est avant ou après le départ? Je me rappelle, même quand je mangeais un yaourt, je regardais la date de péremption, je me disais, ah ben lui, il va se périmer après mon départ, tu vois. Et il y a eu ce jour du départ, et là, mais je sais pas comment expliquer. En fait, déjà, le vélo, il a été fini d'être prêt la veille. Donc, j'avais pas roulé avec, j'avais pas encore fait les sacoches, tout ça. Donc, j'ai dormi 2 heures la veille, en fait. Et puis, comme moi, je me suis pas mariée, je fête pas mes anniversaires, je m'étais dit, là, j'invite tout le monde, tu vois. Tous les gens qui veulent venir à mon départ, eh ben, qui viennent. Il y avait du monde, hein? Bah, il y avait du monde. C'était beau, c'était chouette. Ça portait, ça portait. Et puis je m'étais dit, je veux partir de la place d'Arcy pour attaquer, donc de Dijon, pour attaquer sur la rue de la Liberté, tu vois, pour me dire, allez, là, j'attaque. Et au moment où je suis partie, si tu veux, vous m'encouragez, vous me disiez bon voyage, bravo, vas-y, tout ça. Et vous êtes retrouvés dans mon dos. Et là, je me suis dit, putain, je suis seule. Et là, je me suis sentie vide. Et là, j'ai eu peur. Et là, en fait, j'ai réalisé. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Est-ce que j'ai pas vu trop grand? Tu vois? Est-ce que cette fois, j'ai pas vu trop grand? Et là, j'étais malheureuse. J'étais malheureuse parce que je me suis dit, je suis en train de faire une connerie. C'est quand même dangereux. Je vais être pendant des mois toute seule. Je le sens pas. Et je me disais, punaise, j'habite à 200 mètres, les gars, je mets le clignotant, je rentre chez moi, on n'en parle plus. La distance, je me souviens, comme tu dis, t'es parti, donc bon, pour les non-dijonnais, ça leur parlera pas, mais t'es parti de la place d'Arcy, et t'avais parcouru peut-être la moitié de la rue de la Libre, et je sais plus, il y avait qui était à côté de moi, et je lui dis, mais t'imagines tout ce qu'il lui reste à faire. Enfin, en fait, non mais tu sais, de me dire, bordel, mais elle a fait 200 mètres. Mais tu sais, même moi, enfin, déjà, je suis jamais allé en Chine, mais en fait, tu visualises vaguement une carte en histoire géo en CM2, tu vois. Ouais. Et tu te dis, mais putain, elle est que à la moitié de la rue de la Libre, tu vois, et elle va aller à Pékin. Ouais. Et en vrai, tu te dis, mais bordel de merde, qu'est-ce qu'elle va faire, tu vois. Et même moi, limite, j'ai envie de te courir après, de te dire, mais Aurélie, mais... Reviens. Mais qu'est-ce que tu vas faire, tu vois? Et là, tellement d'admiration, tu sais, de te laisser de devoir partir. Et franchement, c'était chouette. Vraiment, c'était chouette. Et là, en fait, tu peux plus reculer. Là, je pouvais plus. Ouais, un mix de fierté, de... Puis il y avait la collecte, tu vois, de fond. Oui, puis de toute façon, t'avais pas envie. Et je pense qu'il fallait que tu fasses... De toute façon, il fallait ne serait-ce que 200-300 bornes pour te dire, ça y est, je suis parti. Sortir de Dijon... retourner et plus voir les gens. Je m'étais dit, j'ai jamais fait de camping sauvage toute seule, puis ça va arriver, puis j'avais peur, et puis plein de peur. Ouais. Plein de peur à ce moment-là. Ouais. C'est pareil, au début, dans mon itinéraire, j'avais enlevé la Turquie, parce que je me disais, la Turquie, ça me fait trop peur comme pays. Les hommes me font peur, le machisme me fait peur, leur religion me fait peur. J'avais lu le blog d'une fille qui c'était une voyageuse à vélo aussi, qui s'était fait à moitié agresser. Je me suis dit, oh. Et puis avant de partir, je me suis dit, oh non, ce voyage, c'est pour affronter mes peurs, tu vois, me confronter à la réalité, parce que les pays, la façon dont on les perçoit, elle est façonnée parce qu'on ingère des médias. Je me disais, non, finalement, c'est peut-être pas, les gens là-bas sont peut-être pas comme ça. Donc avant quelques semaines avant de partir, je m'étais dit, allez, je change mon itinéraire, je passe par la Turquie, je vais voir vraiment comment ça se passe là-bas. Et là, au moment de partir, je me disais, mais là, je vais aller dans des pays, tous les pays en ce temps. Azerbaïdjan, tout ça, Kazakhstan, Ouzbékistan, Tadjikistan, mais où je vais? Et là, là, j'ai eu super peur. Et juste après, j'entends plein de sonnettes de vélo. Et en fait, il y a plein de gens, il y a une dizaine de gens qui m'ont accompagné les premiers kilomètres, même un couple jusqu'à 30 kilomètres, il m'a accompagné. Et on parlait,
Et je me disais, bon, bah, finalement, ça va. Finalement, bah, là, je suis en route pour Pékin. Et je me disais, je me demande si je suis orientée vraiment dans la bonne... Tu vois, tu te dis, est-ce que là, je roule vraiment en face ? C'est bizarre de te dire, je prends une route... Est-ce qu'elle y va vraiment ? Est-ce que je vais aller tout droit ? Alors qu'en réalité, il faut voir un peu plus loin. Mais oui, mais c'est fou. Ma première étape, j'arrivais chez ma tante à 45 km de Dijon. Et en fait, ce jour-là, il y a eu beaucoup de vent. Et quand je suis arrivée, j'étais claquée. Parce que... Déjà, ça faisait longtemps, ça faisait 2 ans que j'avais pas fait de vélo. Voyages, ouais. Là, je découvrais le vélo, il y avait les sacoches. Et quand je suis arrivée chez elle, j'ai dormi. Et puis le lendemain, quand je me suis réveillée, j'avais plein de courbatures. Mais j'étais foutue. Et je me suis dit, en fait, je peux pas repartir, là. J'ai trop de courbatures. Donc, mon 2e jour, ça a été mon 1er jour off. Et là, je me suis dit, waouh, ça part mal, quoi. Ça va être compliqué, quand même. Ça va être compliqué, surtout qu'au début, t'as hâte. Tu vois, d'être dans des pays exotiques quand même. T'as hâte quand même de sortir de l'Europe. De sortir des pays francophones, quoi, ouais. Je pense, au moins. Et du coup, au début, je me disais, faut quand même que j'avance, tu vois, pour pouvoir, moi, avancer sur la carte. Et quand je suis arrivée à Bâle, je me rappelle, il y a un couple super sympa qui m'a hébergée. Et ils me disent, reste quelques jours parce qu'il y aura le carnaval de Bâle. Ils me disent, c'est un truc fantastique, il faut vraiment que tu vives ça. Et eux, en plus, ils étaient prêts à me faire découvrir, tu vois, à m'accueillir plusieurs jours. Puis je leur dis, non, je suis désolée, moi, il faut quand même que j'avance, en fait. Et je suis partie un peu avec ce truc de me dire, j'ai peut-être loupé une expérience de vie, là. Je veux avancer, mais j'ai loupé un truc. Et puis, en fait, je me suis rendu compte qu'au fur et à mesure du voyage, moi, ce qui m'intéressait, c'est quand je pouvais vivre des choses avec les gens. Et très vite, quand les gens, ils ont commencé à me dire, tu veux rester quelques jours, tu vas aller à l'école avec les enfants pour qu'ils puissent te rencontrer. En Ouzbékistan, une femme qui me dit, demain tu restes parce qu'on va t'emmener dans un mariage, tu vas venir avec nous au salon de beauté du village. Il y a un truc avec les sourcils qui a été... Ouais, ils m'ont fait les sourcils à Lisbecq. Ouais. Et là, je me suis dit, moi, c'est pour vivre des moments comme Finalement, ça. Les pays en c'est pas les pires pays, quoi, peut-être. Non, mais c'était... De toute façon, plus tu vas loin de l'Europe, plus il y a une culture de l'accueil et aussi de respect du voyageur qui est... Donc, t'as toi-même effacé ce que tu t'étais mis en tête au départ, à savoir que ces pays-là, c'était craignos, quoi. Ah ouais. Et puis, quand je suis arrivée en Turquie, là, je me suis pris une claque dans la gueule. Parce que dès la première nuit, des gens m'ont hébergée. Tu vois, il y a un moment, je me retrouve dans la campagne. La nuit tombe, je savais pas où dormir. Il y avait des champs, des bois. J'avais pas envie de dormir là toute seule. J'arrive dans un village, je vois un café, que des hommes. Je me dis, oh là là, ils vont savoir que je suis toute seule là au milieu. Je vais taper à une mosquée, personne répond. Je finis le village, je vois un autre café rempli d'hommes. Je me dis, là, j'ai plus le choix. Je vais leur demander si je peux dormir. Il y avait une toute petite cour avec un toilette. Et puis, avec Google Translate, le patron, je vais vers lui timidement. Et puis, je lui montre, je lui dis, est-ce que je peux dormir là ? Je sais pas où dormir. Il me dit oui tout de suite. Je commence à planter ma tente à côté de son café. Il m'amène un thé. Je dis, il est super sympa. Et une fois que j'avais planté la tente, il vient. Et puis, avec Google Translate, il me dit, tu vas dormir à l'intérieur. Et là, il y avait des gens, plein d'hommes qui étaient en train de boire du thé, de jouer aux cartes, tu vois. Alors, ils me voyaient, mais ils me dévisageaient pas, tu vois. Je sentais que j'étais la bienvenue. Malveillante, ouais. Et puis, au contraire, tu vois, on me laissait tranquille. Puis, c'est plutôt moi qui observais. Et à un moment, le patron, il revient avec son portable. Il laisse son portable sur la table devant moi. Et il y avait marqué « Pas de stress, tu es chez toi ». Et en fait, le soir, il m'a donné les clés de son café. Et il m'a dit, je reviens demain matin à 6h pour faire le petit-déj. Donc, n'aie pas peur quand je vais arriver. Si dans la nuit, tu as besoin d'aller aux toilettes, t'as la clé. Si t'as soif, si t'as faim, il y a le frigo. Incroyable. Et je me suis dit, waouh, moi, j'avais peur. Et accueil formidable. Hospitalité incroyable. Le lendemain matin... Il m'offre le petit-déj, on essaie de parler, il y a sa petite fille qui arrive. Et puis à un moment, c'est le moment où il faut partir. Et puis je vais vers mon vélo et je vois qu'il y a un des mecs qui prenait son petit déjeuner, qui avait coupé des roses sur le rosier qui était à côté et qui les mettait sur mon vélo pour que je reparte avec des roses. Et je me suis dit, mais heureusement que je suis pas restée sur des a priori, sur ce que...
voilà, sur ce que on peut, enfin aussi la politique gouvernementale du pays. Je me suis dit, elle représente pas forcément les gens qui y vivent. Et puis en Turquie, mais j'ai fait que des rencontres comme ça, que des rencontres super. Un soir pareil, je sais pas où dormir, je frappe à une mosquée, les gens ils m'accueillent direct. Et en fait, c'était le soir où ils allaient rompre le jeûne du Ramadan. Et les jours qui suivent, c'est la fête. Ils vont voir la famille et tout. Ben, ils m'ont dit, tu restes. Et puis là, je me lie d'amitié avec la grand-mère. La grand-mère, il l'appelait Mona Lisa Fatma. Mona Lisa Fatma, elle, pour le coup, aucun langage en commun, tu vois. Juste, on avait envie d'être ensemble. Et puis, elle savait se faire comprendre. Parce qu'elle voulait que je sois tout le temps assise à côté d'elle. Donc, elle me montrait la chaise. Et une fois que j'étais assise, elle mettait sa main sur ma cuisse pour pas que je parte. Et puis, donc 2 jours après, quand il a fallu quand c'était le moment où j'allais partir, je vois qu'elle prend mon appareil photo. Mais tu vois, elle avait plus de 80 ans. Elle prend mon appareil photo comme ça, puis elle le serre. Alors, je regarde la famille, et la petite fille, elle me dit, Mona Lisa Fatma a pris ton appareil photo en otage pour pas que tu t'en ailles. Et je me suis dit, il n'y a pas besoin de langage. Quand t'es bien avec les gens, quand t'as envie de passer du temps avec eux, tu vois, là, il n'y avait pas besoin de parler, il n'y avait pas besoin de savoir se dire « je t'aime, je t'apprécie ». Non, tout est passé par des sourires, par des regards, par le toucher, beaucoup par le toucher aussi. Et je me suis dit, c'est fantastique. Et puis, il y a des hommes aussi qui m'ont accueillie, et puis j'ai pas eu de problème. Et hospitalité au top. T'as mis combien de temps pour faire France jusqu'à la Turquie, déjà ? Eh ben, je crois que j'ai mis 2 mois et demi, 3 mois. Quand même, hein. Ouais, un truc comme ça, ouais. Non, peut-être 2 mois. 2 mois, je crois. Je crois que j'ai mis 2 mois. Et le moment où la grosse tuile que t'as... Il y a eu, je me souviens, hein, t'as eu une ou 2 galères, hein. Bah, je me suis fait renverser par une voiture en Azerbaïdjan. Premier jour de route en Azerbaïdjan. Une route désertique, droite, large. Juste moi qui roule d'un côté, une voiture qui arrive en face, mais je veux dire, forcément, on s'est vu, quoi. Et à un moment, il y a un village sur ma droite, le gars me coupe la route. Et moi, j'ai vu le truc arriver, quoi. Je me suis dit, là, il va avoir l'impact. Tu t'es dit, je vais mourir au milieu de l'Azerbaïdjan ou... Si, je me suis dit, putain, j'ai pas mis mon casque. Je me suis dit, le vélo va être foutu. Et je me suis dit, ça va faire mal. Et moi, j'ai freiné autant que j'ai pu, mais j'avais pas des bons freins. J'ai freiné autant que j'ai pu. J'ai essayé de contourner, mais j'étais déjà dedans. Je suis tombée. Je me suis dit, bon, j'ai pas perdu connaissance, je suis encore là. Mais j'ai pas bien compris à ce moment-là, parce que le vélo était à moitié sur moi, j'avais pas la force de me relever. Puis là, j'ai senti des bras qui me tiraient en dessous du vélo. Et là, j'ai eu une douleur au genou. Et je pense que c'est surtout là, en fait, que ça m'a fait mal. C'est quand ils m'ont tiré. Et puis... C'est les conducteurs. Ouais, c'est plutôt les hommes qui étaient à côté, parce qu'à l'entrée du village, il y avait un arbre avec un lit, et puis des hommes qui étaient autour, ouais. D'accord. Ça, avec un lit sans matelas, sans rien, mais ils s'asseyaient dessus, tu vois, et puis... C'était le banc municipal, quoi. Ouais. Et puis là, je me suis dit, j'ai plus de force, en fait, pour me relever, pour marcher. J'avais plein de sang. Je me suis dit, bon, j'ai regardé, je me suis dit, ça doit pas être si profond que ça, tu vois. C'était impressionnant, mais pas grave. Et puis là, par contre, j'étais pas bien. Là, j'étais pas bien parce qu'il y avait beaucoup d'hommes autour de moi. Et puis, ils parlaient entre eux, ils ricanaient un petit peu. Et du coup, il y a une dame qui est arrivée qui parlait un peu anglais. Et là, elle m'a dit, on peut t'emmener à l'hôpital. Par contre, il faut pas que tu dises qu'on t'a renversé. Il faut que tu dises que t'es tombée toute seule. Parce que sinon, la police va nous demander de l'argent. Bon, moi je leur ai dit pas de problème, tu vois. J'étais pas en mode rancune, vous m'avez renversé, il faut que vous me payiez, quoi. Ça arrive à tout le monde, les accidents. Et puis, du coup, je suis montée dans une voiture avec 3 hommes, ils m'ont emmenée à l'hôpital. Et puis là, j'ai compris qu'à l'hôpital, c'était pas naturel non plus. Je pouvais pas poser vraiment de questions. On me disait de partir, donc ils m'ont fait une radio, ils m'ont dit rien de cassé, poum, pars. Mais je pouvais pas demander si je pouvais rerouler, dans combien de temps j'irais mieux et tout. Et puis, quand les hommes qui m'ont emmené ont voulu payer, l'hôpital, ils n'ont pas voulu qu'ils payent. Je me suis dit, il y a un micmac qui est bizarre. Tu te souviens de la somme qui demandait Je pour sais pas du tout. Non, en plus, comme moi, je venais d'arriver dans le pays, je savais même pas les conversions. Mais tu n'avais pas d'argent, c'est pas toi qui as payé les frais de... Ah non, j'ai rien payé, moi. D'accord. Ah non, j'ai rien payé du tout. T'avais de quoi payer s'il avait fallu ou... Ouais, j'avais déjà retiré de l'argent. Ouais. Et puis, après, en fait, au retour dans la voiture, le type qui était à côté de moi, il a commencé à me toucher.
Et je me rappelle, j'étais en train de regarder le paysage et j'ai senti qu'il me caressait les bouclettes de cheveux. Et là, je me suis dit, oh là, ça va être compliqué. Et moi, j'avais appris dans mes voyages à vélo que quand on a peur, il ne faut pas montrer sa peur. Déjà, c'est le premier truc. Donc, je me suis dit, bon, pour l'instant, il ne va pas plus loin. Je vais juste lui dire que je ne veux pas trop, mais sans montrer... tu vois, je ne voulais pas montrer que j'avais peur. Je ne voulais pas qu'il y ait une tension dans la voiture. Et puis, du coup, je lui ai dit non, mais tu vois, en souriant. Et lui, il n'a pas compris. Donc, après, il m'a caressé la nuque. Et là, je lui ai redit non. Et puis, toujours, tu vois, avec le sourire. Toi, t'étais assise devant, elle était derrière? Non, on était assis les deux à l'arrière. D'accord. Et puis, après, par contre, il a commencé à me caresser la cuisse. Et puis, les deux devant disaient rien, tu vois. Et là, par contre, c'était trop. Donc, j'ai pris sa main, je lui ai rendu. Puis là, j'ai crié un gros coup, non. Et là, t'as le gars qui était sur le siège passager, il s'est retourné d'un coup. Donc là, je me suis dit, ça y est, ils ont capté qu'il y a un truc. Ou alors, ils captaient déjà, mais ça y est, il réagit. Et là, je me suis dit, il est avec moi ou il est contre moi. Et là, j'ai eu peur, parce que je me suis dit, de toute façon, je peux rien faire. Et puis, il s'est mis à engueuler l'autre. Et là, je me suis dit, ça va, je vais arriver au village tranquille, mais... La journée n'était pas finie parce que moi, le village, je ne voulais pas y rester. Parce que déjà, l'autre m'avait déjà touché 3 fois dans la voiture. Je me suis dit, je ne veux surtout pas que lui ou quelqu'un m'invite. Et puis, je me suis dit, je veux retourner dans une ville où il y aura des médecins, tu vois, où je pourrai parler anglais, où il y aura une supérette. Si j'ai besoin, je sais pas, d'aller à l'hôpital, de faire des radios, qu'il y ait quelque chose. Et je leur ai dit, là, je veux prendre un bus. Et la prochaine ville, c'était Ganja, elle était à 120 km. Et du coup, ils m'ont emmené à un Mashrutka, c'était tout petit bus. Il n'y avait même pas de place pour mettre le vélo dans le coffre. Mais ce qui est intéressant, c'est que... Il était en miettes, ton vélo, là? Il était comment? D'apparence, il était nickel. Il avait pas pété, quoi. Il avait bien tenu le choc. Et puis, en fait, il y avait pas de place pour le vélo. Du coup, les gars, ils ont payé les 4 sièges arrière du petit bus. On l'a mis à l'arrière comme ça. Puis j'ai pris le bus, je suis partie dans la ville. Avec une appli, j'avais réservé une auberge de jeunesse. Puis je me suis dit, là, c'est bien, je vais pouvoir parler anglais. Mais après, ça a été compliqué parce que c'était compliqué de se faire soigner là-bas. Toujours parce qu'il y a cette histoire, il faut faire une déclaration à la police et puis ils veulent pas la faire. Et puis, j'ai eu de la chance parce qu'il y avait un gars qui venait boire de la vodka tous les soirs. Non, je dis tous les soirs, j'exagère. Tous les 2 jours à l'auberge de jeunesse. Et en fait, c'était le pote du gars qui tenait l'auberge de jeunesse. Et lui, il était radiologue dans un des hôpitaux de la ville. Et c'est grâce à lui que j'ai pu me faire soigner. Sinon, je pense que j'aurais pas pu avoir... tu vois, à la fin, il m'a fait un IRM. Il m'a dit, vous venez à 22h30 quand il n'y a plus personne derrière l'hôpital. Et puis, on vous fera l'IRM pour voir si tout va bien. Et puis, il m'avait fait rencontrer aussi un traumatologue qui m'avait dit, là, le problème, c'est les ligaments. Il faut du repos. Et puis, les jours d'après, j'avais mal. Les semaines d'après, je voyais que ça allait pas mieux. Et puis, il a quand même fallu 20 jours. Tu vois, 20 jours pour que ça aille mieux. Et là, c'est intéressant aussi comme moment parce que jusque-là, c'était moi qui décidais chaque jour de ce que je faisais. Je m'écoutais. Tu vois, je me disais, là, j'ai envie de reprendre la route, je la reprends. J'ai pas envie, je la reprends pas. J'ai envie de rouler 10 bornes, je fais que 10 bornes. J'ai envie d'en rouler 100, j'en roule 100. Et puis là, j'étais là un peu contre ma volonté. Il me disait, il faut pas marcher. Oui, mais il faut pas marcher, tu vois. Moi, il fallait quand même que j'aille à la pharmacie, que j'aille faire mes courses. Et puis du coup, finalement, le repos, je l'avais pas. Et c'est pour ça, je pense que ça a duré si longtemps. Donc au début, dans l'auberge de jeunesse, je me suis dit, c'est le destin, c'est pour m'apprendre la patience, c'est une épreuve du voyage. Je sais pas si je vais pouvoir continuer l'aventure, peut-être que ça va s'arrêter là. En même temps, j'avais un visa d'1 mois, je me disais, je suis en train de grignoter du temps. Au bout d'un moment, il faudra que j'envisage de partir d'Azerbaïdjan. J'avais mon père au téléphone qui me disait, mais rentre, tout simplement, fais-toi soigner en France, reste pas là-bas toute seule. Je disais, moi, tant que je sais pas si je peux pas reprendre la route, non, je reste. Pour l'instant, je reste jusqu'au bout. Puis je lui disais, puis si je peux pas continuer en vélo, là, si je revois le traumatologue qui me font l'IRM, qui me dit, tu peux pas continuer en vélo, peut-être que je peux acheter une voiture. Là-bas, il y a des Lada, c'est des vieilles voitures soviétiques, moi, que je trouve super belles. Je disais, tant pis, peut-être que j'achète une Lada, puis je finis en voiture, ça fera un voyage hybride. Et puis, je lui disais, non, tant que je sais pas, tant que j'ai pas la certitude,
voilà, il y a encore des options, donc je vais jusqu'au bout comme ça. Mais par contre, voilà, je m'étais dit, bon, je vais profiter de ce temps-là à l'auberge jeunesse pour apprendre quelques mots de russe. Je me disais, bon, je vais prendre sur moi, j'essayais de relativiser, mais au bout de 3-4 jours, quand tu peux pas bouger et que tu sais pas si tu vas pouvoir repartir, moi j'étais comme un lion en cage. Alors heureusement, comme j'étais dans une auberge de jeunesse, il y avait plein de voyageurs qui passaient, et puis on parlait beaucoup. Donc là c'est pareil, j'ai rencontré plein d'Iraniens. Tu vois, l'Iran, c'est un des pays que j'avais pas mis non plus dans mon itinéraire, parce que ça me faisait trop peur. Et là, mais tous les Iraniens que j'ai rencontrés, ils me disaient, mais non, tu viens, on va te montrer l'Iran comme nous, on connaît notre pays. Et maintenant, je rêve de traverser l'Iran à vélo. Donc voilà, je me nourrissais de ce que je pouvais me nourrir. Et puis au bout de 20 jours, quand j'ai pu faire l'IRM, ils m'ont dit non, il n'y a pas d'épanchement. Tu peux repartir. Tout va bien, tu peux repartir. T'as encore mal, bon, t'as de la douleur, mais tu peux rouler. Faudra un peu lever le pied, prendre plus de transport en commun. Mais c'est bien parce que ça m'a appris que il faut, encore une fois, tu vois, il faut pas paniquer. Parce qu'il y a des choses aussi qui se règlent juste avec le temps. Tu vois, là, j'échafaudais plein de trucs. Je me disais peut-être qu'il faudrait que j'achète une voiture. Donc, je commençais à me renseigner si j'avais besoin d'un permis, enfin, tu vois, combien coûtaient les voitures et tout. Mais en fait, fallait juste laisser passer les choses, quoi. Se dire, là, je suis pas maîtresse du truc. J'attends, je vois ce qui va se passer. Et puis, peut-être que ça va repartir. Du coup, après, t'es arrivé à Pékin. Ouais. On a fait un gros gap, du coup, là, que je viens de gommer, à mon avis, avec plein d'étapes intéressantes. Moi, ce qui m'a aussi encore impressionné, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est que tu as fait encore un marathon du coup en arrivant à Pékin. Ouais. En combien de temps celui-là? Oh, écoute, entre 5h30 et 6h. Hein. La montre, elle marchait plus? Ah là, non. D'accord, mais du coup, encore une fois, je m'adresse à la caméra, je sais pas si vous vous rendez compte. Toqué par une voiture, je pense que 99% des gens seraient rentrés chez eux, et toi, t'es allé au bout de ton objectif et t'as couru encore un marathon en arrivant là-bas. Enfin, c'est... Bon, du coup, je vais te le redire, c'est une prouesse encore, je pense. Je sais même pas si t'en as conscience, en vrai, de... moi, je suis contente. Ouais, mais en fait, t'as une telle innocence. Je suis contente. T'as une telle innocence que, bon, c'est cool. Mais parce que bien. aussi, sur le voyage, tu vois, des voyageurs à vélo, j'en ai rencontré plein. Il y a tellement de gens qui font des trucs encore plus grands. Après, moi, je suis contente pour moi, parce que je sais d'où je suis partie dans mes peurs, tu vois. Ouais. Je sais d'où je suis partie mentalement. Je sais à quel point j'ai amélioré, j'ai travaillé ma force mentale, tu vois. Et ça, par contre, j'en suis fière. Après, le truc en lui-même, tu vois, j'avais prévu de rouler 10 à 12 000 km, j'en ai fait que 7 000, mais j'ai vécu plein de trucs super. Voilà, chacun son niveau, puis chacun aussi, il y a des voyageurs à vélo, eux le but c'est de rouler, tu vois, de faire des grandes distances, de pas prendre un seul transport en commun. Moi ça n'a pas été ça. Moi j'ai trouvé ce qui me rendait heureuse en fait, dans ce voyage-là. Parce que le vélo, je me suis rendu compte que c'était qu'un moyen, pour moi, c'était un moyen de vivre des choses, de rencontrer des gens. Et puis le marathon, là, ça a été la cerise sur le gâteau. Et ça, c'était improbable. Le marathon de Pékin, ce qui est fou, c'est que la date, elle est donnée... À chaque fois, on sait que c'est à peu près en septembre, mais l'ouverture des inscriptions et la date précise, c'est un mois avant. D'accord. Et puis là, si tu veux, quand ils ont donné la date, c'était un peu pas comme d'habitude, ça tardait, et j'avais su... qu'au départ, ça devait être en octobre, et puis finalement qu'ils avaient repoussé. Et moi, ça m'arrangeait bien, parce que si ça avait vraiment eu lieu en septembre, moi, en septembre, j'étais pas en Chine. T'étais pas arrivé, ouais. Et en fait, quand ils ont ouvert les inscriptions, j'étais en Azerbaïdjan avec ma jambe. J'ai loupé les inscriptions. Au moment où j'ai voulu m'inscrire sur le site, il n'y a plus d'inscription possible. Finalement, par des moyens détournés, j'ai réussi à m'inscrire. Il se trouve que la date du marathon était pendant la période de mon visa chinois. Et là, je me suis dit, mais il y a tout pour que finalement, ce truc dingue... T'es destiné à faire des marathons, parce qu'à chaque fois, il y a une circonstance qui fait que c'est tout cuit, quoi. Enfin, et puis, 4 jours avant, j'ai eu une pharyngite, mais j'étais dans un état. Et je me suis dit, non, j'ai le visa chinois, je suis en Chine, je suis à Pékin, j'ai l'inscription. Tant pis, quoi qu'il arrive, je prends le départ. Et puis, j'étais super heureuse de prendre le départ, même si j'avais le nez bouché, même si j'avais mal à la gorge, tout ça. Vous avez entendu, les gars? Oubliez pas, la prochaine fois que vous avez envie d'aller courir, bougez votre cul, allez-y. Et là, par contre, ça a été vraiment souffrance du début jusqu'à la fin, mais quand même heureuse de me dire, j'y suis. J'ai roulé, j'ai fait des milliers de kilomètres en vélo, je suis en Chine. Et le marathon de Pékin, j'y suis.
Et je me suis dit, mais la vie, elle est tellement incroyable. Elle est tellement incroyable. Enfin, et je me suis dit, ben, voilà, ma mère, elle voulait aller en Chine. J'y suis allée. Tu vois, là, cette urgence de vivre que je ressentais depuis des années, qui a été confortée par son départ. Je me suis dit, ben, c'est comme ça qu'il faut vivre et c'est comme ça, en tout cas, que moi, ça me fait du bien de vivre. En me disant, il y a une urgence parce que demain, voilà, on peut mourir, on peut être malade. Donc, il faut tenter. Il faut tenter ce qu'on a envie de tenter. Et puis, ça peut que rendre heureux, en fait. Quand on... Enfin, je sais pas, mais dans tout, dès que je commence à me sentir déprimée d'un truc, tu vois, c'est juste parce qu'en fait, je suis contrariée parce que je fais pas... T'es pas là où t'aimerais être. Voilà, je suis pas au bon endroit. Et c'est quoi, du coup, le... Je suis pas au bon endroit. Le prochain gros objectif, c'est quoi? Il y en a un ou pas? Là, il n'y a pas vraiment de gros objectifs. Tu vois, quand j'ai fait ce voyage-là, pour moi, c'était le plus gros truc de ma vie que je pouvais réaliser. Donc, le retour, il a été quand même difficile. Ouais. Parce que j'ai atteint, je pense, le max d'enthousiasme et de joie que je pouvais vivre. Et le constat, moi, que je faisais à la fin de ce voyage, ce qui m'avait rendue heureuse, c'est que tout au long du voyage, je m'étais sentie quand même sereine. Tous les jours, je me sentais à ma place. Tous les jours, je me sentais sereine. Et puis, il y avait une phrase aussi je crois que c'est McRaven qui avait dit ça, qui êtes-vous quand tout va mal? Et moi, avant de partir, je m'étais dit, je sais qu'il y a des moments pendant le voyage, tout ira mal. Tu vois, il y a un moment, j'ai perdu ma carte bleue, j'ai perdu mon téléphone portable, j'ai perdu mon cash. Je me suis fait renverser par une voiture, je me suis fait toucher par un type. Des fois, tu te dis... pas mal niveau galère. Tout va mal, mais qui je voulais être dans ces moments-là? Je voulais pas être la personne qui abandonne... alors que finalement, il y a des solutions et ma vie n'était pas forcément en danger. Et si j'ai envie de prendre des risques avec ma vie, c'est aussi mon choix, c'est aussi un choix de vie. Et je me disais, voilà, moi, quand je fais les choses comme je le sens, je me sens sereine. Donc, mon challenge dans la vie, après ça, c'est d'essayer d'être tous les jours, enfin, le plus possible, sereine et de me détacher des contrariétés qu'on peut avoir au quotidien qui sont pas vitales, en tout cas. Et je trouve que des fois, dans le quotidien, on oublie aussi... j'ai un copain qui me dit ça, il me dit, moi, je joue à la vie. Oui, la vie, c'est aussi un jeu. Donc, il faut aussi essayer de s'amuser avec ce qu'on a entre les mains, quoi. Et il y a plein de belles choses à vivre avant que des vrais problèmes vitaux nous arrivent. Et puis, la force mentale qu'on travaille, notamment, enfin, moi, à travers les voyages à vélo, à travers mes petites expériences de marathon, ça aide aussi pour le quotidien, parce qu'au quotidien, on est soumis, à la mort de gens, des fois on est au chômage, des fois on n'a plus de sous. Et le quotidien, il demande beaucoup de force mentale. Je trouve même beaucoup plus qu'un voyage à vélo, beaucoup plus qu'une expérience qu'on a besoin de se dépasser sur un moment. Le quotidien, c'est un truc... Et quand tu étais vraiment en galère, par exemple, pour un peu clôturer ce voyage, quand tu venais de te faire renverser, est-ce que tu pensais au final au fait que tu aies perdu ta maman et te dire, mais même ma jambe là en sang, même la voiture, c'est rien, parce que limite ce qui m'est arrivé de pire, je l'ai vécu, ce qui pourrait m'arriver de pire. Tu vois, est-ce que ça te transcendait, tu vois, évidemment, parce que je pouvais pas me dire je vais me plaindre parce que même, tu vois, si j'avais eu un ligament brisé, alors que maintenant je savais ce que c'était un traitement de chimio. Ouais. Tu vois, parce que le cancer, on en parle beaucoup. Et puis tant que t'as pas vu ce que c'est, tant que t'as pas vu la souffrance de quelqu'un qui a ça, tant que t'as pas vu quelqu'un qui sait qu'il va partir, tu peux pas... Encore une fois. Après, tu peux plus te plaindre pour des petits bobos, quoi. Encore une fois, le quelqu'un, c'est ta maman, donc tu vois, c'est encore un autre quelqu'un, je pense, vraiment, tu vois, qui fait que, à mon avis, ça t'a donné une force, je pense, pour le reste de ta vie, quoi. Quand les gens me disent, j'ai appris que j'ai un cancer, ou quelqu'un me dit, là, je suis en chimio, tu vois, je sais tout ce que ça représente. Je sais ce que ça représente pour la personne et je sais ce que ça représente pour les personnes qui accompagnent. Donc, qu'est-ce que tu vas aller te plaindre parce que t'as un peu mal au genou, parce que t'as fait un truc qui t'éclate? Tu vois, t'as pas le droit de te plaindre. T'as pas le droit de te plaindre quand t'es en train de faire un truc qui t'éclate. Moi, ce voyage-là, j'en rêvais. Oui, tu t'es mis dans la galère, mais tu l'as bien voulu, quoi. Mais c'était mon choix, tu vois, c'était mon choix. Donc, tu vas pas te plaindre pour quelque chose que t'as voulu. Parce que c'était une douleur
ou des problèmes un peu anticipés, tout ça. Quand je suis partie, j'étais pas en mode bisounours. Je savais que je pouvais me faire renverser, je savais que je pouvais me faire, agresser, je savais que je pouvais mourir de quelque chose pendant le voyage, mais c'était mon choix. Tu vois, on a le droit, et t'en avais besoin. Voilà, de prendre des risques avec sa propre vie, si c'est pour son épanouissement personnel, de vivre à ce rythme-là. Et à partir de là, je trouve, il faut assumer. Voilà, il faut assumer. Et là, je me suis dit, je vais pas me plaindre pour une pétouille. Et puis, si le voyage, il doit s'arrêter, il doit s'arrêter. Et c'est pas grave, parce qu'il y a des gens qui vivent quand même sacrément plus, parce que eux, leur vie va s'arrêter. Et moi, derrière, je me retaperai, et puis je ferai autre chose. Ou alors, j'achète une voiture, et je finis en voiture. Donc non, ça m'a fait relativiser sur énormément de choses, quoi. Et puis, faut vraiment se détacher de ce qu'on vit. Et souvent, c'est les histoires qu'on se raconte qui nous rendent malheureux, mais pas vraiment ce qu'on est en train de vivre. Tu vois, on a l'impression d'avoir un poids sur les épaules pour plein de choses. Et en fait, c'est juste des choses à faire, tu vois. Ou alors prendre le temps et puis se détacher de ce qui arrive. Et puis des fois, il y a des choses qui se résolvent aussi toutes seules. Il y a aussi, excuse-moi, je te coupe, de te demander ton objet parce que, en fait, tellement ton récit était ouf, tu sais. Donc si tu peux très rapidement nous le présenter. Rapidement, c'est ça. Ok, donc c'est un cahier où on voit rien. C'était un de mes journaux de bord pendant le voyage. Et pendant la traversée de la mer Caspienne sur le cargo, il y a eu une inondation dans la chambre dans laquelle je dormais. Et en fait, mes carnets ont pris l'eau. Et j'avais plus aucune note, donc à la fois des notes de préparation qui allaient me guider pour la suite, et puis aussi des notes de mémoire de ce que j'avais vécu, de choses que je voulais garder. Et celui-là, je l'ai choisi parce que quand j'ai vu ça, j'avais envie de pleurer. Je me suis dit, c'est mes carnets, c'est mes souvenirs qui viennent de s'effacer. Et en même temps, j'ai trouvé ça super beau. Et je me suis dit... le premier truc qui m'est venu à l'idée, c'est de me dire, ma grand-mère, elle a eu Alzheimer, et je me suis dit, si on pouvait représenter Alzheimer, je crois que ça serait ça. C'est quand les souvenirs, tu vois, commencent à s'effacer. Même la manière dont tu parles de ton... C'est poétique. Des brides de choses. Tu vois, j'ai fait le rapprochement aussi avec les réseaux sociaux. Pourquoi on veut tout garder? Est-ce qu'il faut tout garder? Est-ce qu'il y a besoin de tout ça ou pas? Et voilà, je me suis interrogée là-dessus, grâce à cet objet-là, finalement, que je conserve maintenant précieusement. Et voilà, c'était les souvenirs, la mémoire. Est-ce qu'il faut tout conserver? Est-ce qu'on a besoin de tout conserver? Est-ce que les brides, ça suffit pas? Écoute Aurélie, encore une fois, merci d'avoir été là. J'ai l'impression qu'on aurait pu parler 5 heures et que ça aurait été incroyable et qu'il y aurait eu encore un goût d'inachevé. Donc en tout cas, j'invite vraiment les gens à te suivre sur les réseaux, direction l'horizon. Parce que voilà, si vous voulez bénéficier de son éloquence, de son expérience de vie, à savoir que l'expérience, n'oubliez pas que c'est vraiment la seule chose qu'on n'achètera jamais, personne, qu'on se la crée, on vit les choses qui nous donnent de l'expérience derrière. Et voilà, donc vraiment, suivez Aurélie, donnez-lui de la force sur les réseaux, même si je sais que ça te passe très haut. Mais en tout cas, je suis convaincu que tu feras d'autres choses derrière et que ces autres choses, tous ces gens qui t'ont découvert aujourd'hui, ils en bénéficieront après, par la suite. Voilà. Et encore une fois, merci. Et je suis très heureux de t'avoir rencontré, très heureux de t'avoir invité aujourd'hui. Et voilà, merci encore Aurélie. Merci à toi. Et du coup, merci à tous ceux qui avaient regardé la vidéo. J'espère que ça vous aura grandement inspiré. J'espère que le message, il va passer... à 2000%, entreprenez des choses, faites des choses. N'ayez pas peur du lendemain, n'ayez pas peur de vous-même. Au contraire, ayez peut-être peur que de ne pas avoir assez de temps dans votre vie, comme l'a dit Aurélie. Ayez peur de ne pas faire assez de choses, de ne pas voir assez de choses. Et ayez peur aussi de ne pas assez chérir vos proches, parce que je pense que ce qu'a dit Aurélie, c'est... Le jour où ils sont partis, le jour où on n'a plus de temps, le jour où on est mort, c'est terriblement bateau de le dire, mais en réalité, c'est ô combien vrai et précieux. Voilà. Et d'un point de vue plus pragmatique, likez la vidéo, commentez si cette vidéo elle vous a inspiré, partagez-la sur vos réseaux, voilà, pour que je puisse recevoir encore plein de gens très intéressants, passionnants, et pour vous inonder de motifs. À très bientôt sur Ça dit quoi. Ciao.